Mesdames, Messieurs, très bonjour ou bonsoir à tous, c'est selon. En tout cas, ça dépend du moment où vous nous suivez. Merci en tout cas de nous accueillir chez vous à travers www.lateranga.info. Alors, avec mon consultant, Alioune Soumaré, ancien international, ancien joueur de la Jeanne d'Arc, pas la peine de revenir sur les présentations. Très heureux de vous accueillir encore sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi, Jacques, de vous accompagner sur ce plateau et faire plaisir à nos internautes de Teranga. Teranga.info. Info. Désormais, avec cette émission que vous pourrez suivre chaque début de semaine qui va passer donc en revue toute l'actualité sportive. Alors, aujourd'hui, nous allons, comme toujours, parler de la Ligue 1, le football local, donc la Ligue 1 qui a joué sa 9e journée, qui a été clôturée hier d'ailleurs au stade Léopold Sédar Senghor avec, disons, ce dernier match est soldé par un score de parité 2 buts partout. Niari Tali contre cette équipe du Ndiambour de Louga. On en parlait, on attendait beaucoup de ce match. Finalement, c'était un score de parité logique. Un score de parité de 2 buts partout. Logique, oui, quand on voit la prestation de ces deux formations. Donc le Ndiambour était venu pour faire un bon résultat. Je pense qu'ils ont réussi leur coup. En tout cas, Ndiambour qui réussit bien pour le moment, surtout pour les matchs à l'extérieur, notamment ici à Dakar. C'est déjà bon pour cette équipe de Ndiambour qui avait pourtant bien démarré le championnat surtout. Effectivement, l'équipe de Ndiambour avait bien démarré sa saison, mais après il y a eu quelques moments de flottement, mais là ils se sont ressaisis. Et vous savez, ces équipes qui viennent des régions de l'intérieur ont souvent beaucoup de supporters à Dakar. Donc quand ces équipes-là se déplacent à Dakar, c'est des équipes qui se surpassent et qui font de très bonnes prestations en général. Alors, en levée de rideau de cette rencontre, il y a eu cette victoire, belle victoire d'ailleurs du Giraffe de Dakar devant Guédiawaye Pro, 2 buts à 0. Le Giraffe qui s'impose, oui, mais surtout qui enfonce Guédiawaye. Le Giraffe qui confirme, mais malheureusement pour l'adversaire, qui se trouve relégué encore dans les dernières places et qui l'enfonce davantage par rapport à tout ce qu'on sait, par rapport à la crise qui sévit au sein de cette formation de la banlieue. Mais le Giraffe n'a fait que confirmer quand même le regain de forme et les ambitions affichées cette saison. Qui continue aussi ses performances en dents de scie, parce que aussi le Giraffe perd souvent au moment où on ne s'y attendait pas. Oui, mais le Giraffe, effectivement, le Giraffe, c'est une trajectoire en dents de scie. Mais compte tenu de l'adversaire du jour, il fallait gagner ce match-là pour se rassurer et essayer de voir un peu plus haut. Au même moment, à Saint-Louis, tout à fait dans le nord du pays, le Casa Sport s'est accroché face à la Linguère de Saint-Louis. 1 but partout avec un match aussi qui s'est soldé par des scènes, disons, de violence entre guillemets, entre supporters des deux camps. Mais au finish, les deux équipes se quittent 2-2, 1 but partout avec l'égalisation de la Linguère. Cela veut dire que le Casa Sport était parti pour réussir le coup. Ah oui, c'était pratiquement le hold-up parfait. Donc ils ont longtemps dominé et mené au score. Et la Linguère n'a dû son salut qu'à une égalisation dans les derniers instants du match. Et je pense que c'est un résultat qui satisfait un peu les deux parties. Parce qu'en championnat, il vaut mieux ne pas essayer de glaner des points, surtout quand on est en déplacement. Mais pour l'équipe qui reçoit, il est souvent bien et préférable de gagner parce que ce championnat, ce sera très difficile et très disputé. Le Casa Sport avait aussi vécu, disons, une série noire avec des défaites à l'enchaînement. Mais finalement, depuis 3 journées maintenant, ça gagne, même si hier, ils ont été accrochés. Oui, mais ça se stabilise, disons. Parce qu'il vaut mieux se stabiliser en faisant des matchs nuls. Vous savez, une défaite, c'est toujours difficile à digérer. Surtout que vous avez 0 point dans ce championnat. Mais il suffit de glaner 1 point et de gagner le match suivant pour se retrouver avec 4 points en 2 matchs. Et c'est toujours rassurant. Et c'est pourquoi c'est encore serré au classement. La surprise, ce qui est considéré comme une surprise pour moi, en tout cas, c'est cette défaite, lourde défaite d'ailleurs de la Sonacos, 3-0 devant le stade de Mbour hier. Oui, parce que la Sonacos nous avait habitués à de très bons résultats. Mais ça, c'était un test, c'est un premier test grandeur nature par rapport à cette formation qui nous vient de la Ligue 2 et qui avait bien débuté. Mais maintenant, cette équipe a rencontré des équipes qui sont assez futées, comme le Stade de Mbour, qui est actuellement en train de faire une bonne saison. Et les Mbourois, en général, sont en train de réussir la saison
sauf malheureusement Djambar. Djambar. Justement. Alors, en tout cas, cette victoire permet au Stade de Mbour de devenir dauphin de Génération Foot. Désormais, 17 points. Ah oui. Donc le Stade de Mbour affiche ses ambitions. Donc gare à un faux pas de Génération Foot parce que Surtout. les équipes qui sont en train de pousser derrière pour profiter d'un éventuel faux pas du leader. Et Génération Foot l'a compris justement en s'imposant dans le duel des académiciens devant Dakar Sacré-Cœur 2-1 avec, disons, un bon Djedjou qui est toujours là. Comme meilleur buteur, nous allons y revenir tantôt. Mais l'essentiel, c'est que cette équipe de Génération Foot, depuis son faux pas face à la Sonacos, continue, disons, de persévérer dans cette ambition de garder le titre. Ah oui, cette ambition est affichée depuis le départ. Donc c'est une formation qui ne lâche rien, qui voyage bien et qui reçoit aussi très bien à domicile. Donc je pense qu'il sera très difficile aux autres formations de lui arracher ce titre-là, qu'ils tiennent beaucoup. Autre victoire, celle de l'AS Douanes. L'AS Douanes finalement qui s'est imposé devant l'équipe de Djambar de Sali, qui est donc la déception de la Petite Côte pour le moment. Ah oui, c'est la déception, non seulement de la Petite Côte, mais c'est la déception au niveau des centres des académies. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut revoir beaucoup de choses au sein. Sinon, c'est la Ligue 2 qui s'annonce et ça risque de plomber l'évolution de cette formation qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Au début, on parlait peut-être de manque de préparation, parfois de la jeunesse de l'effectif. Mais est-ce qu'on peut continuer à dire autant pour cet effectif? Parce qu'après 9 journées, même si on a un effectif jeune quand même, il doit être rodé apparemment. Absolument, d'autant plus qu'ils ont tout pour réussir. Ils ont leur terrain, propre terrain d'entraînement. Ils sont logés, ils sont nourris, blanchis comme on dit. Donc je pense que même la jeunesse n'est pas un facteur bloquant. Ce n'est pas un facteur bloquant parce que c'est l'assise collective qui peut faire la différence. Même si on a une équipe jeune, mais si on a un bon collectif et un bon encadrement, la jeunesse ne se fait pas. Au contraire, c'est l'enthousiasme, c'est l'insouciance. Et moi, je pense qu'il y a autre chose qui se cache derrière ces mauvais résultats-là. Il va falloir tout décortiquer et essayer de régler le mal. À la différence des autres, si c'était par exemple les autres clubs, disons, traditionnels, on allait balayer le SAF. Mais jusque-là, quand même, à Djambar, Gadiaga est toujours là, depuis le début d'ailleurs, qui a fait monter cette équipe, et qui a gagné les titres, qui a tout gagné, disons, avec Djambar. Mais ça ne marche pas, en tout cas pas pour le moment, pour cette saison. Est-ce que vous pensez qu'il est encore judicieux ou nécessaire de les laisser à la tête de Djambar, de l'équipe pro? Non, mais vous l'avez si bien dit, parce que si c'était un autre club traditionnel, ou bien l'entraîneur était déjà parti. Mais moi, je pense que Gadiaga, il a fait du bon travail depuis qu'il est à la tête de cette formation-là. Mais je pense qu'il est un peu... Il y a l'usure qui est en train de se... Moi, à mon avis, il y a une sorte d'usure. Moi, je pense qu'on devrait le mettre un peu en retrait et mettre quelqu'un d'autre qui va apporter un nouveau souffle et puis insuffler, créer le déclic psychologique qui vient souvent avec le changement de coach. Moi, je pense qu'il peut rester encore dans l'encadrement, mais pas être au devant par rapport à cette formation. Ça permettra à l'autre d'apporter un souffle nouveau. Surtout. Alors, la belle opération aussi de Teungueth FC devant l'équipe de Mbour Petite Côte, 1-0. Mbour Petite Côte africaine, alors que les échéances s'approchent pour la Coupe CAF notamment, alors que cette équipe est en train d'enchaîner du bon et du moins bon. C'est inquiétant pour nos représentants. Oui, c'est assez... Sauf Génération Foot peut-être. Sauf Génération Foot, mais c'est inquiétant parce que l'objectif cette année pour les clubs sénégalais, c'est au moins de sortir de la phase de poule. Donc on ne peut pas se sortir... De dépasser cette phase préliminaire. Voilà, préliminaire qui nous... Vraiment, on est fatigué d'être éliminé d'entrée. Et puis, vraiment, ce n'est pas une bonne chose pour le football sénégalais. Et Mbour Petite Côte, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais là, ils avaient pourtant affiché de très bonnes ambitions. Et puis, ils ont un président quand même qui maîtrise son sujet par rapport au football sénégalais et même africain. Mbaye Diouf Dia, pour ne pas le citer. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils revoient un peu leur copie. Parce qu'en Afrique, ça va très vite, ça ne pardonne pas. Et puis les clubs africains sont en train maintenant d'atteindre un autre
niveau. Alors si on ne se met pas au diapason, on risque de disparaître dès le premier tour. Le niveau du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc est en train d'ailleurs de le prouver. Absolument. Alors, au sortir de cette 9e journée, pas de changement en tout cas pour la tête du classement. Génération Foot reste leader à la faveur bien sûr de sa victoire devant Dakar Sacré-Cœur 2-1. Les académiciens de Denis Biramdao comptent 20 points. Ils sont désormais suivis par le Stade de Mbour qui compte désormais 17. Les Verts et Blancs de la Médina sont 3e. Ils complètent le podium après ce succès 2-0 devant Guédiawaye Foot Pro. Du changement au sein justement du podium, sauf Génération Foot bien sûr. Oui, mais on a... Ce n'est pas stable apparemment le podium. Ce n'est pas stable. Donc, à part Génération Foot, il y a le Giraffe qui est constant. Il y a l'AS Douane qui se profile à l'horizon. Il y a le Giraffe qui vient et qui repart. Il y a, comme vous l'avez dit, ces équipes-là qui ne sont pas stables du tout. Parce même que Sonacos même la Sonacos qui était par moment leader même leader au départ, et qui a un peu marqué le pas. Et je pense que ce championnat a le mérite quand même. Vous savez, il suffit de gagner 2 ou 3 matchs pour tout de suite être propulsé en avant. Moi, je pense que seule la défaite est interdite, mais il faut surtout savoir bien voyager et engranger le maximum de points à domicile. C'est ce que Génération Foot est en train de faire. Dans l'étage inférieur, c'est la Ligue 2. On a aussi joué la 9e journée ce week-end avec beaucoup de buts. Au total, 24 ont été inscrits, plus que la Ligue 1. La Ligue 1, on a inscrit 16 buts en 16 réalisations, si mes calculs sont bons. Autrement dit, les attaquants, il y a du mordant en Ligue 2. Oui, vous savez, entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il n'y a pas une très grande différence pour certaines équipes. La preuve, les équipes qui viennent de la Ligue 2 en général mènent la danse souvent en Ligue 1, du moins durant la première partie du championnat. Et là, au niveau de la Ligue 2, les gens jouent avec beaucoup plus de... Peut-être il y a moins de stress, il y a moins de consignes tactiques là. Donc les gens jouent un peu plus libérés. Les attaques sont en train de prendre le pas sur les défenses. C'est une très bonne chose pour ce championnat. Les résultats, 2 buts partout entre Yego et Kayor Foot. Kayor Foot, donc, qui est la lanterne rouge, et qui a décroché un point. Ça lui permet d'en récolter 6 au total. Kermadior qui a battu l'AS Pikine 3-0. C'était un peu le résultat surprenant de ce 9e acte. Ça, c'est la grosse surprise. Mais moi, on est un peu surpris par les prestations de Kermadior. Je pense qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Pikine mène la danse depuis le début du championnat, avec les ambitions que tout le monde connaît. C'est de revenir. C'est de revenir et ça, ce serait une très bonne chose pour la cartographie du football sénégalais. Que Guédiawaye, Pikine, Ngor et toutes ces formations-là de banlieue-là puissent avoir des équipes à base affective locale. Ça peut donner à ce championnat un autre regain et ça va faire coller le public à ces formations. Et puis c'est pas évident que Guédiawaye reste. C'est donc bon pour Pikine de revenir très vite pour représenter cette partie de Dakar. Parce que là, partie comme c'est, moi je pense que Guédiawaye aura du mal à se maintenir, sauf catastrophe, sauf miracle, et que Pikine, si Pikine revenait, ça pourrait au moins un peu gérer la frustration. Alors, le naufrage aussi, ça continue pour Ndarguej, qui est donc avant-dernier, 9 points, qui a essuyé une lourde défaite devant l'Union sportive de Gorée, 5-1. À domicile. À domicile, qui plus. Là, c'est vraiment une correction. Mais on sait que Gorée aussi a des ambitions de revenir très vite en Ligue 1. Donc, gare à ses adversaires, parce que Gorée va mettre les bouchées doubles pour remonter à l'étage supérieur. Il est au pied du podium, ce club 4e avec 15 points, ce qui veut dire que c'est un peu proche quand même l'ambition. Ah oui, l'ambition est intacte, donc je pense qu'on n'est qu'à la 9e journée et que tout est possible. Il suffit de gagner quelques matchs pour se replacer et tout de suite revoir les ambitions à la hausse. Les anciens pensionnaires, en tout cas de l'élite, sont en train de faire les bouchées doubles pour revenir. C'est le cas du port autonome de Dakar, dauphin de l'AS Pikine, qui est allé battre hier EJ Fatick 3-1. Cela prouve que les cadors, sauf Pikine, se sont fait respecter ce week-end. Voilà, donc les prétendants à la remontée ont fait le nécessaire, sauf Pikine malheureusement. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les clubs que vous venez de citer, c'est des clubs qui ont longtemps séjourné en Ligue 1. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour y revenir. Justement, et puis la Renaissance qui s'impose
devant Africa, promo foot 2-1, 1-0 en faveur de l'Olympique de Ngor devant Diamono de Fatick. Ngor qui gagne enfin. Ngor qui gagne enfin, alors que Ngor, c'était vraiment une équipe qui avait affiché ses ambitions lors de son passage en Ligue 1, mais malheureusement... qui a été par moments africain. Ah oui, vraiment, ça, je ne comprends pas. Qui a produit de bons joueurs, les Yannick Gomis. Oui, de très bons joueurs. Et puis, ils avaient des infrastructures qui étaient en cours de construction, mais ça n'a pas suivi. Et je pense que le fait est aussi qu'on les empêche de recevoir à domicile au stade de Ngor, ça a un peu joué par rapport à cette décadence, disons. Ah oui, ça a un peu joué. Et puis, les dirigeants se sont sentis frustrés à un moment donné. Ils se sont laissés aller. Et je pense que... Et le président Rémi Gito continue d'y croire en tout cas. Le dernier match, Ethics qui s'impose devant le Dakar Université Club 2-1. Parmi les anciens pensionnaires, c'est aussi le Duc qui est en difficulté. Oui, le Duc, contrairement au basket, le Duc est en difficulté. C'est l'ascenseur régulièrement depuis une trentaine d'années. C'est son lot quotidien. Alors, nous allons passer à un autre point. C'était l'actualité brûlante, disons, de la dernière semaine. Cette décision du tribunal arbitral du sport, TAS, qui a décidé de faire revenir l'Union sportive de Ouakam dans l'élite, disons, de débuter les instances dirigeantes du football national, la fédération, la Ligue Pro. En tout cas, la décision est arrivée au moment où personne ne s'y attendait. Bref, Ouakam, disons, comme si de rien n'était, va revenir jouer. Et puis... la sanction pécuniaire de 10 millions, ils vont payer que 500 000 francs CFA. Bref, cette décision Soumaré, est-ce qu'elle vous a surpris? Oui, je suis très surpris de cette décision, il faut le reconnaître, parce que de 5 ans, brusquement, vous êtes totalement blanchi. De 10 millions, vous passez à 500 000 et vous réintégrez le championnat tout de suite. Ça, c'est une décision assez surprenante. Je pense qu'ils ont fait passer le côté sportif, à mon avis, avant de penser au côté psychologique, social, moral même, je peux dire. Parce que vous savez, ce drame-là, il n'y a pas encore un an que ce drame s'est produit. Ça fait juste 6 mois. Ça fait tout juste 6 mois. Les gens n'ont pas encore le temps de pleurer leur mort, de faire le deuil de ces 8 personnes qui sont disparues. Et on s'incline devant leur mémoire. Je pense que faire réintégrer Ouakam tout de suite, ça va poser beaucoup plus de problèmes qu'il ne le réglera. Moi, je pense qu'on aurait dû mettre en avant d'abord les négociations, faire en sorte que Ouakam et Mbour se retrouvent sur le plan, même les dignitaires. Vous savez, il y a des dignitaires à Ouakam, il y a la collectivité. L'Ébou aussi, voilà, à se représenter à Mbour. Faire en sorte que les gens se retrouvent de temps en temps, une fois par mois, pour faire le deuil de cette histoire-là, et faire en sorte que les gens oublient progressivement avant de penser à revenir jouer. D'autant plus que Ouakam, cette formation, tous les joueurs sont partis, moyenner le temps ailleurs, du même que le coach qui se retrouve à l'AS Douanes. La majeure partie des joueurs évoluent actuellement au Djaraf. Avec quelle équipe jouer et comment les intégrer et combien de matchs ils vont jouer par semaine pour rattraper le temps perdu. Mieux encore, quand ils vont rencontrer les équipes de la Petite Côte, c'est-à-dire les équipes de Mbour, sur quel terrain ils vont jouer. On parle déjà de huis clos, mais ils vont le jouer où? Il y a beaucoup de problèmes qui sont là, qui ne sont pas encore... Par rapport à la réintégration, j'ai vu que ils sont en train peut-être d'officialiser petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que le TAS a décidé quand même que Ouakam revienne dans le championnat d'élite, alors qu'il était prévu que 5 ans après, ils vont revenir en national et pour gravir peut-être les échelons. Aujourd'hui que tout a été chamboulé, la faisabilité justement de la réintégration, non seulement sur le plan sportif, parce que l'effectif, il va falloir chercher de gauche à droite des joueurs. Et puis, le championnat, nous sommes désormais à 9 journées. Comment faire? Il y a la Coupe du Monde qui s'approche. Ah oui, mais vous savez, la semaine prochaine, ils vont jouer leur 10e journée. Comment faire jouer Ouakam? Il semblerait qu'ils disent qu'ils vont jouer 2 fois par semaine. Donc ils vont jouer le week-end et le mercredi. Pour essayer de rattraper le pari. Et ça, c'est assez problématique parce qu'il faut avoir un effectif pour cela, n'est-ce pas? Ensuite, il faut
actuellement on est en train de jouer un championnat avec 14 équipes. Quand on va intégrer Ouakam, on fera 15 équipes. Ce sera forcément une équipe va être exemptée. Voilà, et puis voilà, ça va tirer en longueur. Mais vraiment, c'est une décision qui est assez surprenante. Parce que, comme je le disais tantôt, ils ont fait passer le côté sportif avant de penser au côté humain de la chose. Moi, je pense qu'il fallait penser d'abord au côté humain, faire taire toutes ces querelles qui peuvent surgir. Ensuite, maintenant, d'abord, il fallait aussi peut-être faire un jumelage entre les deux, entre le village de Ouakam et Mbour, même s'il fallait jouer des matchs amicaux et prendre les recettes et reverser aux familles des victimes. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait mettre d'abord en avant de faire réintégrer cette formation. Ça, c'est mon avis personnel. C'était en tout cas une bonne idée pour notamment les dirigeants du football. Mais par rapport justement à la réintégration, vous aviez évoqué tantôt une chose importante, c'est quand Ouakam va se déplacer à Mbour pour jouer n'importe quelle équipe, Stade de Mbour, Mbour Petite Côte ou Djambar, ça se fera en tout cas dans la Petite Côte, à huis clos ou pas. Ils vont passer par la route, le public sera là, c'est le même public que ce soit Mbour Petite Côte, Stade de Mbour. Est-ce que c'est pas trop risqué? Mais le risque est là, d'autant plus que les supporters... Même du Stade de Mbour, les dirigeants, le président ont dit, ils ne sont pas prêts à jouer contre l'Union sportive de Ouakam. Donc voilà, ça c'est un autre problème qui est là. Donc moi je pense qu'il fallait privilégier d'abord les négociations. L'aspect humain, je tiens à cet aspect-là. L'aspect humain c'est quoi? Faire en sorte que tout le village de Ouakam, les dignitaires, le maire, toute la crème de Ouakam se déplace à Mbour, aller discuter avec les dirigeants de Mbour, les populations de Mbour, aller visiter les familles des victimes, amener des... Vous savez, on est des Africains, on est des Sénégalais, on est sensible à certaines choses. Ensuite, maintenant, faire en sorte que durant toute cette période-là, qu'il y ait des rencontres, qu'on raffermisse les liens, qu'on se fasse pardonner. Ensuite, on organise des rencontres avec ces formations-là, recueillir ces recettes-là, aller les verser aux familles des victimes pour se faire pardonner. Il y avait beaucoup de choses à faire avant de penser réintégrer. Parce que vous réintégrez cette formation avec d'abord Ouakam à dépôt. Avec quel effectif ils vont jouer? Avec quel entraîneur? Il est déjà parti, il n'y a pas eu de préparation hivernale, mais moi, c'est un problème. Ensuite, combien de matchs ils vont jouer? Où les jouer? Même s'ils vont se déplacer en dehors de Mbour, même s'ils vont aller dans une autre région, s'ils veulent traverser... S'ils veulent jouer la Sonacos, ils vont peut-être passer par Mbour. Et puis c'est trop risqué. Voilà, c'est trop risqué. Moi, je pense que le côté humain devait être en avant, avant de penser au côté sportif. Parce que nous sommes des êtres humains, il y a des vies humaines qui sont parties. Il fallait régler ces problèmes-là, que tous les gens se fassent pardonner et puis les réintégrer. En tout cas, depuis l'annonce de cette décision du TAS, c'est aussi l'emballement parce que même du côté de Mbour, on annonce une plainte contre la Ligue Pro. Jusqu'où ils vont aller dans ce combat? Non, mais ils vont faire une plainte. Parce que si Ouakam n'est pas coupable, qui est coupable? Bon, le TAS justement a fait savoir dans cette décision que Ouakam n'est pas le seul coupable. D'une part aussi, il y a la Ligue professionnelle qui a été l'organisateur de cette finale. Il y a aussi le directeur du stade. Parce que, est-ce que le stade était aux normes? La preuve, il est toujours fermé. Il est toujours fermé, oui. Il y a toutes ces questions qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc ça va soulever beaucoup de choses. Ça va tourner autour de l'organisation du stade, la vétusté du stade, et puis la fédération. La police. Est-ce que le service était en nombre suffisant pour gérer ce genre de rencontre? Alors que pratiquement tout le monde s'était déplacé pour venir assister à cette finale. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressurgir. Ensuite, que faire des jeunes supporters Ouakaman qui sont encore en prison? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est une autre bataille parce que même si Ouakam a gagné cette fois-ci cette partie du côté du TAS, la plus haute instance juridique du sport au niveau mondial, mais ça reste sur le côté juridique typiquement judiciaire au Sénégal. Voilà, parce que ces supporters Ouakamois qui sont encore dans les mailles de la justice, est-ce qu'on va s'en arrêter là? Parce que le TAS vient de prouver que ce n'est pas seulement Ouakam. Pas seulement. Donc les avocats de ces jeunes-là vont s'agripper à cette décision pour faire sortir les jeunes Ouakamois. En tout cas, on va essayer de voir d'ici le week-end prochain, qu'est-ce que ça va donner
quelle sera la décision de la fédération de la Ligue Pro qui doit s'en charger, qui doit peut-être consulter des experts pour la faisabilité surtout, le retour de l'Union sportive de Ouakam. Alors, ce sera peut-être difficile pour eux de revenir et de se mettre dans le bain, au même niveau que les autres équipes qui ont déjà pris le large. Alors, nous allons laisser Ouakam en attendant que cette question soit évacuée. Parler du week-end de nos Lions, certains se sont illustrés. C'est le cas de Mambiram Diouf en Angleterre qui a participé à la victoire de Stoke 2-0 en marquant le deuxième but de Stoke de son club. Il travaille pour revenir. Tout le monde apparemment travaille pour le mondial sous-marin. Oui, tout le monde travaille pour le mondial, mais avant tout, il faut reconnaître que tous ces joueurs-là, c'est des professionnels déjà. Ils gagnent leur vie en jouant au football. Donc il y a une remise en question permanente. Donc ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est l'avènement que tout le monde attend, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Et tout joueur a envie de jouer une Coupe du Monde parce que c'est ce qui se fait le mieux au monde. C'est une vitrine pour tout le monde. Donc Mambiram, il fait partie des joueurs sélectionnables. Hein. Donc s'il se met à marquer des buts, et on a besoin d'attaquants qui marquent des buts, vous savez, il a retrouvé son poste de prédilection, voilà, il n'est plus latéral. Il n'est plus latéral, donc il avait des soucis à un moment donné, mais là, il a la confiance de l'entraîneur. Il le fait rejouer maintenant en attaque et il se met à marquer des buts. Pourquoi pas rêver? Un autre joueur qui rêve d'y participer peut-être, c'est Baye Omar Niasse qui a aussi marqué et qui a permis d'ailleurs à Everton de décrocher le point du nul face à West Brom. Un but partout. Baye Omar Niasse qui marque en moyenne un but toutes les 94 minutes. Il a la moyenne. La moyenne, c'est juste derrière Kana de Tottenham. Oui, oui. Donc, cela veut dire qu'il est là, il a le niveau. Ah oui, après Harry Kane, il vient tout juste après, donc il a le niveau. Ce qui veut dire qu'il marque un but pratiquement tous les matchs. Donc 94 minutes, c'est la durée actuellement d'un match de football, parce qu'il y a 90 minutes pour les arrêts de jeu. Donc, il marque un but chaque match. Mais malheureusement, son temps de jeu est assez... Justement, c'est là où j'allais en venir. Voilà. Il confirme peut-être qu'il n'est pas qu'un simple remplaçant quand même. Il peut être plus qu'un remplaçant. Il peut être plus, d'autant plus qu'il est même demandé au niveau de certains clubs pour renforcer le secteur. L'entraîneur a dit, j'ai lu tout à l'heure, qu'il n'est pas prêt à le libérer. Effectivement, il a raison, il n'est pas prêt à le libérer, d'autant plus que chaque fois qu'il le fait rentrer, il marque un but. Donc je pense que ce garçon-là aussi mérite mieux que la place de remplaçant. Mais je pense qu'il s'en est accommodé. Et je pense que pour lui, il n'y a pas de problème. Dès qu'on fait appel à lui, il règle le problème. Et qui a accepté quand même son sort. Hein, parce que par moment, il jouait avec l'équipe réserve. On l'avait même prêté. Il est revenu. Il a tout accepté pour quand même retrouver ce niveau. Non, ça prouve qu'il a un mental et un moral de fer, qui prouve que c'est un très bon professionnel, il sait où il va, il est conscient aussi de ses capacités et de ses possibilités. Et chaque fois qu'on fait appel à lui, il fait la différence et ça, c'est une bonne chose. Comme en Angleterre, en France aussi, des Lions se sont fait distinguer. C'est le cas de Moussa Konaté avec Amiens qui a permis à son club d'ailleurs de vaincre Guingamp 3-1. L'attaquant, l'ancien buteur de Touré Kunda qui a marqué d'ailleurs un doublé. C'est bon, lui, il est déjà dans le groupe. Oui, lui, il est déjà dans le groupe parce que lui, d'abord, c'est un pur produit de Aliou Cissé. Hein. Il l'a eu très jeune. Qu'il a beaucoup aimé, beaucoup adulé. Il a beaucoup adulé. Il avait même à un moment donné imposé d'exigences au sein de la formation A, alors qu'il venait tout juste des Olympiques. Et beaucoup de cadres n'étaient pas contents de cette situation-là. C'est ce qui leur a valu même leur expulsion de cette formation. Justement. Je pense à Dembaba, je pense à un moment donné à Papis Demba Cissé, et même éventuellement à Moussa Sow. Ces trois-là avaient un peu fait les frais de l'ascension de Moussa Konaté. Mais malheureusement, il jouait dans un club de moindre envergure. Sion en Suisse. FC Sion en Suisse. Donc il n'y avait plus le rythme. Mais maintenant, le fait de venir en France, en Ligue 1, où le niveau est beaucoup plus élevé, je pense que ça va lui permettre de progresser. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est encore un jeune joueur. Très jeune en tout cas, qui a fait les beaux jours du Touré Kunda Dembourg. Alors, en France toujours, il y a aussi un jeune Sénégalais, plus jeune d'ailleurs que Moussa Konaté, qui s'est illustré. C'est Ibrahim Niane qui a ouvert son compteur but en Ligue 1 avec le FC Metz. Malheureusement, son équipe a été battue par Monaco de Keita Baldé 3-1. Mais l'essentiel, c'est qu'il a marqué son premier en Ligue 1, troisième, toute compétition confondue
pour l'ancien goléador de Génération Foot. Ah oui, ça s'annonce aussi pour l'équipe A. Oui, lui, il a eu quelques difficultés au début. Hein. Il y a eu un problème d'acclimatation, d'adaptation. Mais je pense que depuis quelque temps, il est en train de, vous l'avez dit, c'est son 3e but hein, au sein de cette formation-là. Il est en train de s'affirmer comme l'un des attaquants essentiels au niveau de Metz. Maintenant, il lui reste à confirmer et pouvoir espérer avoir une sélection en équipe nationale A. En tout cas, Ibrahima Niane qui continue de frapper à la porte de l'équipe nationale A du Sénégal. Qui sait, c'est fort possible. Aliou Cissé a l'habitude de nous donner des surprises. Ouais. Transition toute trouvée justement pour parler de la Ligue 1 en France qui a joué aussi sa 22e journée, je pense bien. Alors, avec le choc qui a opposé hier l'Olympique lyonnais au Paris Saint-Germain. Et le résultat est la victoire de Lyon 2-1. En tout cas, un clair génie de Memphis Depay qui a permis en tout cas à Lyon de s'imposer dans ce choc 2-1. Alors, finalement, la question qu'on se pose, Soumaré, on peut trouver, disons, cette défaite du Paris Saint-Germain où à l'absence de ces cadres comme Neymar et Mbappé aussi sortis sur blessure, ou c'est juste une équipe qui ne sait pas gérer les grands événements, notamment à l'extérieur? Oui, moi je pense qu'il y a un peu des deux, hein, parce que d'abord, c'est vrai que l'absence de Neymar s'est fait ressentir parce qu'il avait l'habitude d'éclabousser de sa classe cette formation et de transcender ses partenaires. Là, son absence s'est fait sentir, c'est vrai. Il y a eu aussi la blessure prématurée de Kylian Mbappé, quand même, qui est un détonateur au sein de cette formation, qui va très vite, qui crée la panique au sein des défenses adverses. Sa blessure aussi a été préjudiciable. Hein. Donc, mais il faut reconnaître que Paris aussi, les entraîneurs, les autres coachs, les grands techniciens en tout cas, sont en train de bien étudier le jeu du Paris Saint-Germain. Ils savent maintenant par où les contrecarrer et où les contrarier aussi. Parce que le Paris Saint-Germain... Qui n'est pas aussi solide défensivement. Il n'est pas aussi solide défensivement. Parce que vous avez, dans cette défense, il y a 3 Brésiliens qui sont alignés régulièrement. Marquinhos, Thiago Silva et Dani Alves. Comme tout bon Brésilien, ils aiment avoir le ballon. Ils sont bien techniquement. Ils sont bien techniquement, ils ont un bon placement, ils savent bien relancer. Mais ils n'aiment pas marquer. Ils n'aiment pas subir. Ils n'aiment pas subir. Surtout Dani Alves. Chaque fois qu'il a un attaquant qui est là, qui le provoque, il a des problèmes pour terminer un match. Il a souvent des cartons rouges, ou bien il pète les plombs et il encaisse des buts. Donc ce n'est pas un très bon défenseur. C'est un très bon joueur, mais pas un très bon défenseur, dans le sens vraiment étymologique du terme. Donc ça s'est vérifié hier. Ensuite, il y a eu la bataille du milieu de terrain. Donc les Lyonnais étaient très présents, surtout avec Ndombele qui a éclaboussé de sa classe. Il a pris le pas sur Verratti et le milieu de terrain parisien. Et ça s'est fait ressentir. Donc la bataille du milieu de terrain était... D'abord, ils ont laissé le ballon aux Parisiens. Hein. Ils ont attendu. Ensuite, ils se sont rués sur eux. Ils les ont empêchés de développer. Et ils ont marqué très tôt aussi un but qui les a un peu ragaillardis. Mais il faut voir aussi que, même au niveau du match aller à Paris, Lyon avait beaucoup de tête à Paris avant de céder. Donc moi, je pense que ce n'est pas une énorme surprise. C'est une confirmation que Paris n'est pas invincible d'abord. Ils ont perdu contre Strasbourg, ils ont fait match nul contre Montpellier, ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu lourdement contre le Bayern. Et je pense qu'il va falloir qu'ils revoient beaucoup de choses avant d'affronter le Real, qui quand même a une attaque beaucoup plus aguerrie que l'attaque lyonnaise. Alors, ça fait déjà 3 défaites à l'extérieur pour les grands rendez-vous. C'était le cas, vous l'avez cité, contre le Bayern Munich, c'était le cas contre Lyon hier, c'était le cas contre même le Barça l'année dernière. À l'extérieur. Cela veut dire qu'ils doivent peut-être gérer cette pression de l'extérieur. Pour vous, qu'est-ce qui fait défaut, surtout à l'extérieur? Parce qu'au Parc des Princes, quand même, ils continuent de tenir leur rang. Au Parc des Princes, ils tiennent parce qu'en général, à domicile, l'équipe adverse vient pour limiter la casse. Alors, ils développent le jeu. Mais il va falloir adopter une autre stratégie à l'extérieur. Il faut savoir sortir un joueur offensif pour mettre un défensif supplémentaire. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la défense du Paris Saint-Germain n'est pas une défense aussi hermétique qu'on le pense. Hein, parce que, comme je l'ai dit, les Brésiliens
En général, ils sont bons, mais ce n'est pas de très grands défenseurs dans le vrai sens du terme. Donc je pense que en jouant à l'extérieur contre le Real, ce serait très risqué de mettre 3 attaquants. C'est évident, parce que les attaquants, en général, ils viennent de pas... toutes les façons, Neymar va jouer, non, Neymar, Cavani, Mbappé va jouer. Mais c'est des joueurs qui ne défendent pas. Donc quand vous perdez le ballon, vous avez moins 3 joueurs aussitôt. Et quand vous avez un milieu de terrain, comme le milieu de terrain du Real, qui sait tenir le ballon, et des attaquants qui vont très vite, et même des défenseurs qui vont très vite. Et des défenseurs qui, comme Marcelo. Mais vous aurez des problèmes en défense. Marcelo, il va régulièrement embêter Dani Alves sur ce côté gauche-là. Sans compter, ils se connaissent. Ils se connaissent, sans compter les incursions de Gareth Bale, de Cristiano Ronaldo, de Isco ou de Asensio. Ça peut faire très mal. Donc il va falloir revoir la copie défensive, notamment à l'extérieur, notamment à Santiago Bernabéu. Mais maintenant à domicile, s'éclater et gagner le match. Comme ils l'ont toujours fait. En Ligue des Champions notamment. En tout cas, hier, c'était un choc qui a tenu toutes ses promesses. Il y avait des buts, de l'intensité, des duels, il y avait tout. Non, c'était un match de Ligue des Champions hier. Là, vraiment, il y avait des chocs, de l'intensité, il y avait de l'impact physique. Et il y a eu des buts de haute facture aussi, parce que tous les 3 buts sont des chefs-d'œuvre. Le coup franc de Fekir, l'égalisation de Kurzawa et notamment le deuxième but de Memphis Depay. Donc ça prouve que ce championnat français-là, il y a au moins 3 ou 4 équipes qui ont le niveau européen. Le facteur X aussi, c'était peut-être la sortie de Lopez sur Mbappé. Oui, là aussi. Qui aurait pu quand même mériter un penalty, même un carton. Oui, mais l'arbitre a jugé que Lopez a d'abord touché le ballon avant de... non, ça c'est son jugement. Mais quand on voit l'action, il n'a pas chargé, mais c'est-à-dire, vous voyez, même le ralenti prouve qu'il a d'abord touché le ballon, ensuite ils se sont rencontrés. Donc si c'était le contraire, le penalty serait sifflé. Mais le choc était violent, certes, mais il y a eu plus de peur que de mal. Je pense qu'il va mieux et qu'il est assez jeune pour se remettre de ses émotions. En tout cas, la Liga espagnole aussi, qui va clôturer sa 20e journée ce lundi avec cette rencontre Eibar qui accueille Malaga. Ce sera à 20h GMT. Mais hier, on note cette victoire du FC Barcelone. 5-0, mais une victoire qui s'est tardée à se dessiner d'ailleurs. Il a fallu attendre la seconde période et durant 20 minutes, ils ont enchaîné. C'est une machine à marquer qui sait quand même profiter des moments faibles de l'équipe adverse. Vous savez, le Barça, c'est une équipe qui est très patiente. Quand vous rencontrez le Barça, vous savez que vous n'aurez pas la possession. Donc vous les laissez jouer. Eux, ils prennent tout leur temps. Mais dès qu'ils mettent un seul but, ça peut s'enchaîner derrière. Parce qu'en général, quand une équipe défend bien pendant longtemps, quand elle encaisse un but, les gens sont tellement déçus que l'effort qu'ils faisaient pour ne pas encaisser ce but-là se disloque. Et il y a des failles, il y a des espaces. Ensuite, il faut reconnaître aussi que Barcelone, c'est des joueurs de très grande classe qui savent exploiter les faiblesses de l'adversaire. Et que vraiment, ils sont en train de prouver, en tout cas cette saison. Et il y a une belle entente entre Messi et Suarez qui ont inscrit chacun un doublé. Oui, Messi et Suarez, ça ne date pas de maintenant. C'est des joueurs qui se fréquentent, même en dehors de... Ils vont manger à domicile, les époux se côtoient. Donc ça se déteint sur leur performance au niveau du terrain. Suarez sait que c'est Messi le patron, lui c'est le buteur et chacun rend service à son prochain. Et je pense que une équipe doit fonctionner de la sorte. On se complète mutuellement. C'est ce qui se fait au Barça entre Messi et Suarez. Du coup, le FC Barcelone a désormais 11 longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid de son poursuivant directeur. Le championnat est déjà cuit pour vous? Oui, moi je pense qu'à l'instar de Paris, à l'instar de City, à l'instar de Barça, les autres équipes maintenant vont se concentrer sur les autres. Une place européenne. Une place européenne et la Copa del Rey, la Copa del Rey, parce que Barça a fait déjà le trou et que parti comme c'est là, avec surtout les renforts de Coutinho et puis le retour de Dembélé, je pense que le Barça a de quoi vraiment gagner ce championnat et surtout maintenant économiser ses forces pour penser aux autres compétitions. Et cette victoire va permettre, disons, d'oublier cette déconvenue en Coupe du Roi face à, disons, l'Espagnol. Ça, c'est un mini faux pas. Parce que vous savez, l'Espagnol de Barcelone et le Barça, c'est un derby, c'est un derby catalan. Donc, l'Espagnol a tenu tête, a battu,
Mais il y a un match retour qui se profile à la région. Je pense que le match retour, le Barça va s'en sortir et continuer sa course triomphante vers les sommets. Après 3 matchs sans succès en championnat, le Real de Madrid a de nouveau goûté, disons, aux délices de la victoire en s'imposant avec la manière devant la Cologne 7-1. Les Galiciens avaient pourtant ouvert le score. Et finalement, la machine à marquer du Real de Madrid est revenue, disons, faire comme ce qu'il faisait avant, notamment la renaissance de la BBC. Ouais. Benzema, disons, Bale et Cristiano ont inscrit chacun un doublé. Sauf que Benzema a démarré sur le banc. Oui, Benzema a démarré sur le banc parce que depuis quelque temps, il est en deçà de sa valeur. Et je pense que vous l'avez dit, hein, le Real se rassure en marquant 7 buts. Et ces 7 buts-là prouvent que, si besoin en est, que cette attaque-là peut encore cracher le feu et que Paris doit beaucoup se méfier de cette attaque-là. Bien que le Real est relégué vraiment par le Barça, maintenant ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions et sur les autres compétitions annexes. En tout cas, cette victoire leur permet de récupérer la 4e place à Villarreal. Et du coup, ce doublé va peut-être permettre d'oublier la polémique qui existe pour, chez, disons, Cristiano Ronaldo. Il a annoncé le départ. Bon, ce n'est que des rumeurs, mais quand même, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance. C'est bon pour la confiance, mais il faut reconnaître que lui, il est à 6 buts actuellement, alors que son rival éternel est à 18 buts actuellement, toute compétition confondue. Donc il est très loin de Messi. Mais sa déception venait surtout du fait que les salaires annoncés par ses concurrents étaient tellement faramineux qu'il s'était senti vraiment frustré et lésé. Je pense que passer ce cap de frustration, il va rebondir en bon professionnel et prouver à ses dirigeants qu'il peut revaloriser son contrat s'il veut rester encore au Real, bien sûr, parce qu'il a des velléités de départ. Mais je pense que s'il continue à marquer des buts comme ça et à être performant, je pense que son contrat peut être revu et son salaire revu à la hausse. En tout cas, cette victoire du Real de Madrid, cette démonstration qui contraste de l'autre côté avec la défaite du Paris Saint-Germain, ça donne quel signal pour vous? Ça prouve que ce match-là sera un match très, très difficile pour les deux formations. D'abord, parce que le Real aussi encaisse beaucoup de buts aussi, il faut le reconnaître. Paris Saint-Germain, sa défense, tout le monde le sait, c'est le tendon d'Achille, comme on dit. Donc c'est le maillon faible de cette formation. Mais aussi que Unai Emery gagnerait aussi à régler le problème d'ego au sein de cette formation-là. Parce que Neymar, on dit qu'il est blessé. Moi, j'ai un peu de doute sur ça, parce que la dernière fois, il est sorti sous les huées du public. Est-ce qu'il a apprécié? Il a même son trophée de meilleur joueur. Cette blessure était juste pour camoufler. Voilà, moi je pense que c'est un garçon assez capricieux. Il est très déçu. Et comme le championnat est pratiquement plié, ils l'ont laissé au repos pour lui permettre de se requinquer et de le remettre. Pour peut-être sanctionner le public. Pour sanctionner le public. Voilà, parce que aussi Neymar était là, peut-être les choses allaient se dérouler autrement. Ah, bien sûr, c'est clair. C'est un formidable joueur. Alors, de la Liga, nous parlons de la Premier League, un autre championnat très relevé. La 24e journée, ça se poursuit ce lundi avec ce déplacement de Liverpool de Sadio Mané sur la pelouse, disons, de Swansea. Sadio Mané, disons, qui a l'occasion aussi de confirmer, il a marqué la dernière fois, mais pour Liverpool, c'est une occasion en or de confirmer, surtout que Tottenham a fait match nul. Ah oui, c'est une occasion de faire partie vraiment intégrante du Big Four et de reléguer ses autres concurrents. Parce que Swansea, quand même, c'est une équipe qui est au bas du tableau. Hein. C'est une équipe qui joue pour son maintien. Mais à domicile, ils peuvent se surpasser pour ne pas perdre. Mais Sadio Mané et ses coéquipiers sont sur une dynamique de victoire. Et ils ont une attaque de feu qui peut vraiment... Firmino, Mané et Salah sont des joueurs formidables. Mais il faut reconnaître qu'aussi Liverpool, son problème essentiel aussi, c'est la défense. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont recruté le défenseur le plus cher de l'histoire pour pallier à ces carences. Mais je pense que s'ils parviennent à stabiliser leur défense, c'est une équipe qui peut jouer vraiment le haut du tableau. Qui joue bien, qui joue rapide et qui marque. Et qui marque beaucoup de buts, qui peut vraiment... Même titiller United qui pointe à la 2e place. En tout cas, hier, Manchester City n'a pas cogité longtemps. Une semaine après son premier revers, disons, de la saison à Liverpool, la troupe de Pep Guardiola s'est réveillée hier
en dominant Newcastle 3 buts à 1. Le championnat est déjà peut-être joué pour City, reste peut-être la Ligue des Champions, mais c'est bon de gagner le maximum de confiance en championnat. Vous savez, les Anglais, ils adorent beaucoup plus la Premier League que même les Coupes d'Europe en général, de tout le temps. C'est-à-dire que gagner un titre de champion d'Angleterre, pour eux, c'est plus prestigieux. C'est beaucoup plus prestigieux que même la Ligue des Champions, souvent, et les autres trophées continentaux. Moi, je pense qu'ils auront à cœur d'abord de faire des records, hein, parce que vous savez, en dehors du fait d'être champion, il y a des records qui sont faits pour être battus. Donc tout entraîneur ou tout joueur a envie de battre ces records-là, devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les joueurs ne vont pas lâcher et ils vont pouvoir jouer sur plusieurs fronts, d'autant plus qu'ils ont un effectif assez riche. Et déjà les blessés, quand ils vont revenir, ils auront à cœur de prouver qu'ils peuvent avoir leur place. Parce qu'il y a Bernard Mendy, latéral gauche, qui est blessé. Il y a Vincent Kompany qui joue un match sur deux. Delph aussi qui est blessé et qui sont écartés pour quelque temps. Et quand il y a Touré qui a envie aussi de temps en temps de s'immiscer à la danse pour faire partie de l'équipe qui va être championne. Donc je pense que cette forme d'émulation-là fera en sorte que City ne va pas lâcher du tout sur aucun des tableaux. En tout cas, l'effectif est là, bien huilé, bien homogène pour tenir le coup. En tout cas, une autre formation qui quand même s'est fait respecter, c'est Chelsea aussi qui a battu 4-0. Disons une belle victoire hein, avec disons les buteurs Hazard, un doublé Willian et même Moses qui a marqué. Disons les hommes de Conte aussi se signalent. Ouais, les hommes de Conte, vous l'avez signalé, d'autant plus que Moses, vous l'avez vu, c'est un des hommes de Moses, il a marqué, même s'il joue souvent sur le flanc droit, latéral. Donc le champion en titre est en train quand même de... D'abord, le titre est déjà perdu pour eux, donc ils sont en train de travailler pour faire partie du but fort et d'avoir une autre compétition. Et puis ça permettra à Conte de partir sur une bonne note aussi. Depuis quelques années aussi, en Premier League, hein, c'est comme au Sénégal, difficile de voir un champion garder son titre. Ah oui, c'est pas facile hein, de garder son titre parce que vous devenez la cible privilégiée de toutes les formations. Quand vous êtes champion, vous êtes attendu partout. Même les équipes de bas du tableau se carcassent, se démultiplient pour vous faire chuter parce que c'est toujours un malin plaisir que de faire chuter un champion. Surtout. Alors, au classement, c'est toujours City, évidemment, 65 points qui devance largement son voisin et rival Manchester United à 53 points. Chelsea est troisième avec 50 points. Liverpool, qui fait partie du Big Four, quatrième avec 47 points, suivi de Tottenham qui a fait match nul ce week-end et qui pointe à la 5e place avec 45 points. Le classement est là, très logique. Oui, le classement est somme toute logique et je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Alors la Serie A, brièvement, pour parler de cette 21e journée, quoi qu'il advienne, Naples va garder la tête avec, disons, sa victoire devant l'Atalanta Bergame, 1-0, ce qui permet au club de Kalidou Koulibaly de compter désormais 54 points. 50 pour la Juve, autrement dit, quel que soit le résultat de Juve Torino, de Juve Genoa, disons ce lundi, Naples restera leader. Ah oui, Naples restera leader, mais quand même, Juve est toujours à l'affût. Hein? Donc ils ont intérêt à être réguliers dans leur performance. D'autant plus que la Juve, vous savez, ça fait des années que cette formation remporte le Scudetto. Et je pense que là, Naples n'a plus gagné le championnat depuis des lustres. Hein? Donc je pense qu'ils vont s'accrocher le plus longtemps possible et essayer de profiter des faux pas éventuels de la Juve pour enfin regagner un titre de champion. Peut-être qu'ils ne vont pas décrocher comme l'année dernière. Non, l'année dernière, ils l'ont fait au dernier moment, ils ont décroché. Mais je pense même en Ligue des Champions. Même en Ligue des Champions. Ils ont une bonne formation quand même, hein, il faut le reconnaître. Et une très bonne défense à l'image de Kalidou Koulibaly. Et je pense que cette année, ils ont retenu la leçon de l'année dernière. Je pense qu'ils vont faire le maximum pour remporter ce titre. Avec notre ministre de la Défense, comme vous l'avez dit, Kalidou Koulibaly, nous allons parler de basketball au niveau national cette fois-ci avec la deuxième journée des championnats chez les filles et chez les garçons. Chez les garçons, disons, l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, s'est imposée à Dakar devant Debaloc, l'équipe du coach Serif Cissé. Mené, disons, les ultimes secondes, n'a dû son salut qu'au panier sur le buzzer, disons, du très expérimenté Kombe Diatta. Et finalement, un score final de 52-54. Kombe Diatta, une fille très expérimentée, qui est là quand même, qui a permis à cette équipe
de remporter au buzzer. C'était un peu spectaculaire à voir ce match. Ah oui, spectaculaire, d'autant plus que c'est une joueuse d'une expérience avérée. 40 ans quand même, cette dame, je serais tenté de dire, qui a marqué le but là, le panier, le buzzer comme vous dites. Et je pense que ça prouve que dans chaque formation, on a besoin d'expérience. Hein? Malgré la jeunesse et tout, mais on a besoin de joueurs ou de joueuses d'expérience qui peuvent quand même vous sortir d'un mauvais pas. C'est l'intérêt justement de ce basketball local. Il y a des internationaux, des joueuses expérimentées, aussi bien chez les garçons, avec, disons, Louis Adams, qui a été d'ailleurs roi du basket la saison dernière. La crème est là. Oui, mais la chance du basket, c'est que quand même le basket est très bien organisé. Hein. Les joueurs qui vont monnayer leur talent à l'extérieur n'hésitent pas à revenir et à rejouer. Il y a l'Endaïsen, les Fatiguiens sont même revenus. Et rebondir. Hein. On avait vu, mais avec les Jojo sont revenus parce qu'il n'y a aucune honte de revenir jouer. Il suffit d'avoir un contrat assez correct. Et puis ça paye bien au basket. Ça paye bien au basket par rapport au football, malheureusement. Et les joueurs sont là et ils viennent gagner leur vie. Vous êtes en famille, vous êtes au Sénégal, donc vous jouez devant votre propre public, donc il n'y a aucune honte de revenir pour rebondir. Dans les autres résultats, notez que l'ASFO, l'association des fonctionnaires, chez les filles toujours, a battu Mbour Basket Club 60 à 38. Et Sibac aussi, qui s'impose dans le choc qui l'opposait, le Saint-Louis Basket Club, pardon, qui s'impose dans le choc qui l'opposait à l'AC Ville de Dakar. Finalement, ces deux équipes ne se séparent plus, mais l'année dernière, c'était le Saint-Louis Basket Club qui avait empêché à cette équipe de Moustapha Gueye de décrocher le titre de champion du Sénégal, même si pour les coupes, ils avaient tout raflé, hein, la Coupe du Maire, la Coupe du Sénégal, mais le championnat leur a échappé belle. L'année dernière. Et Moustapha Gueye, c'était déjà d'ailleurs plein de ça, parce qu'il avait déserté les entraînements pour aller avec l'équipe nationale au Mali. Et il avait dit que voilà, c'est son déplacement-là et c'est sa préparation qui a coûté ce titre-là perdu. Donc moi je pense que ces deux formations-là, c'est des formations phares de ce championnat. Donc ils sont en train de prouver que le basketball est bien organisé, en tout cas au Sénégal, et que même les régions sont en train de s'imposer. Avant, on voyait l'avènement des universités, de Dakar Université Club, Saint-Louis Basket Club, etc., etc. Non, UGB, Université Gaston Berger. Donc, c'est des formations qui avaient l'habitude de bien dominer, mais on voit maintenant qu'il y a d'autres formations qui viennent s'immiscer à la danse, et que ça, c'est tout bénéfique pour le championnat. En tout cas, c'est parti pour une guerre sans merci entre le Saint-Louis Basket Club et l'AC Ville de Dakar, même si l'équipe saint-louisienne s'est imposée, mais quand même c'était très serré, 56-54, 2 petits points d'écart. Ah oui. Cela veut dire que c'était au coude à coude. Au coude à coude, c'est des équipes qui se tiennent de très près. Hein. Vous savez, le basket, c'est tellement palpitant. Vous pouvez mener de 20 points tout de suite et ensuite vous faire rejoindre. C'est du suspense jusqu'au bout. L'ISEC Sport, c'est le promu qui a été défait du Giraffe de Dakar, 53 à 68. ISEC, malgré cette forte colonie de supporters qui donne de la voix, disons, tous les 4 cartons, mais quand même s'est incliné face au bon collectif du Giraffe notamment. Oui, mais ils sont en train de parfaire leur apprentissage. Hein. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour ce championnat-là, de voir des équipes de cette dimension. ISEC, une école de formation. Une école de formation qui ont un manager qui aime bien le sport, donc qui est en train d'influer, d'injecter beaucoup d'argent, de moyens. Vous avez vu la colonie de supporters et tout le bruit qui est fait autour. Et ça a le don de galvaniser quand même cette formation. Et ça donne de l'ambiance au match de basket. Alors, chez les garçons, le choc qu'on attendait tous, c'était Asfa H-Douane. Et disons, il a tenu toutes ses promesses avec justement la dualité des paniers, du spectacle, il y avait tout. Mais au finish, comme l'an dernier, la Douane s'est imposée. 68 à 63, c'était quand même serré, mais les joueurs du coach Pabi ont fait dicter leur loi. Les Gaboulous ont dicté leur loi ont dédouané les militaires. Voilà. Dans cette bataille entre frères d'armes. Donc moi je pense que c'est somme toute logique parce que la douane aussi c'est une formation qui est assez solide, qui met beaucoup de moyens aussi par rapport
cette formation-là. L'ASFA, on l'a connu naguère. L'ASFA nous a valu beaucoup de satisfaction. Même en football. Même en football, ils ont sorti de très grands basketteurs. Les Der, les Cham, Hassan Cham, les Ousmane Pouy-Faye. Donc voilà, l'ASFA, c'est Adidas, les Apollo. Adidas, c'était au Dialdiop. Donc Apollo Faye, qu'on a connu aussi. Donc l'ASFA, c'est une formation qui est là, qui fait du bon travail à la base, parce que c'est les recrues qui sont là, qui sont formés dans le tas pour aller pratiquer le basket. Donc ce n'est pas des trucs qui peuvent piocher un peu partout. Donc c'est ça le problème de l'ASFA actuellement. Par contre, la douane, c'est une formation qui a des ambitions, qui a les moyens de sa politique, et je pense que le résultat est... C'était le premier match de l'AS Douane. Hein. Ils étaient exemptés lors de la première journée et ils s'illustrent devant le rival. C'est donc bien parti pour garder le titre. Ah oui, en tout cas, ils vont tout faire pour garder ce titre-là qu'ils détiennent. Et l'autre promu, HLM Basket Club, qui s'est réveillé face à Mermoz Basket Club 60-48 après avoir perdu son premier match. Disons, même pour les promus aussi, attention, ça vient. Ah oui, ça vient, ça c'est bon aussi pour les équipes de quartier. Hein. On a parlé des universités, mais on voit aussi qu'il y a des équipes de quartier, Mermoz Basket Club, HLM Basket Club, Sibac, etc. Donc ça aussi, ça a le don de polariser le quartier. Mais c'est des équipes qui ont souvent des problèmes de moyens au finish. Après cette belle entrée en matière aussi, hein, lors de la première journée, Tamba Basket Club, on a promis, cette fois-ci seulement, ils ont été battus par Saint-Louis Basket Club, 61-49, chez les garçons bien sûr. Tamba pourtant, qui avait réussi avec brio sa montée, et puis son premier match à domicile, c'était la fougue, c'était l'euphorie. Mais est-ce que cette défaite peut constituer un frein pour ce promu? Non, je ne pense pas que ce soit un frein, mais ce sera juste un avertissement pour leur dire que vous pouvez aussi, mais à l'extérieur, ce ne sera pas facile. Mais tout ce qu'on peut leur demander, c'est surtout de gagner les matchs à domicile. Comme ça, à l'extérieur, ils vont essayer de faire le maximum. C'est une équipe qui vient de rejoindre l'élite et que c'est une très bonne chose pour le sport de Tambacounda, parce que Tamba, il n'y a pas de football, on voit pas, les équipes ne jouent pas au niveau de l'élite. Donc si le basket arrive à ce niveau-là, je pense que c'est bon pour les populations qui vont pouvoir quand même assister à de très bonnes rencontres et voir les grands jours dont ils voient par rapport à la télé, au niveau des médias. Et c'est une bonne chose pour le sport de Tamba. C'était très aussi serré entre l'Union sportive de Raï et Louga Basket Club, 54-55, un point d'écart. C'est trop serré, hein? Ah oui, parce que vous savez, ces équipes de basket, c'est des équipes qui travaillent beaucoup, hein, avec des coachs assez aguerris. Donc, c'est des matchs qui se jouent mano à mano, hein, à couteau tiré. Donc, mais ces équipes-là ne déméritent pas, même c'est des équipes qui perdent, mais qui peuvent se relancer le week-end prochain. Voilà, merci donc à vous, Alioune Soumaré. Merci de répondre à l'invitation. Oui, ça a été un plaisir pour moi de venir présenter avec vous ce deuxième numéro. Donc, merci à nos amis téléspectateurs et à nos amis techniciens. Merci à vous pour la disponibilité. Merci pour nos très chers internautes, vous qui nous suivez sur www.lateranga.info. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne, notamment à Penzo Dessillon, qui était de l'autre côté de la caméra. Et puis notez aussi que Vincent Gomis, assure le montage. Merci à toute cette équipe, à la rédaction de la Teranga Info. On se donne rendez-vous lundi prochain. Très belle semaine à tous.